Ok. Les frères gallois. Denis Sauce Piquante. Zéro RR Podcast. Rémi le Guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et petite particularité, nous venons de relancer le podcast parce que tout à l'heure nous avons eu un bug de son. Oui, et encore une fois, sans avoir même parlé, Denis a présenté de la nudité, donc une autre forme de caractère censurée par YouTube, donc nous n'aurons pas la monétisation. Bravo Denis. Et ben devine quoi, la dernière fois avec mes doigts d'honneur, parce que par contre il faut pas dire le mot en anglais, sinon là on se fait démonétiser. Il faut pas dire. Mais c'est du coup, voilà, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, eh bien vous pouvez faire des doigts d'honneur, ça vous ne serez pas, du moins pour le moment on a encore la monétisation. C'est sûr que si vous avez peut-être une exposition plus importante que nous, ça sautera, mais bizarrement cette fois-ci ça n'a pas sauté. Donc on a gagné, je vais vous retrouver ça pendant le podcast, mais on a toujours la monétisation sur cet épisode-là en question. Et on vous dit tout, toujours en toute transparence. Exactement. Mon frère, du coup, donc dans le dernier podcast, eh bien, celui qu'on avait fait juste avant, on avait présenté du coup celui du coup où on a dû recommencer parce qu'on a eu un problème de son. Exactement. Le sujet du coup de ce podcast, c'est donc la différence entre le cut traditionnel et le mini cut. Et donc, on va discuter un peu autour de ça parce que en ce moment, il y a un peu de soleil. Et quand il y a un brin de soleil, souvent les gens disent « Ah, j'ai abusé de la raclette, c'est l'heure de faire un cut ». En attendant, au niveau vestimentaire, toi, t'es déjà en train de faire le plein de vitamine D, tandis que moi, j'ai gardé mon petit col roulé, j'ai pris un petit coup de froid aussi, ça s'entend encore à ma voix. Donc honnêtement, il y a les deux, comment on appelle ça, outfit entre Denis et moi, où moi je suis encore dans mon en février ne te découvre pas d'un fil. Oui, c'est ça. C'est ça l'expression. Ne pas confondre avec le mois d'avril. Oui, et en avril, ne te découvre pas d'un sanglier. Très bien. Sinon, j'ai retrouvé donc combien on a gagné avec le dernier podcast. Nous sommes à 10,49 €. Je ne sais pas si vous pourrez voir avec les caméras. On n'est pas loin d'un record sur un podcast qui a plutôt bien marché, avec un titre assez putaclic, La musculation ruine ta vie. Une miniature très bien faite. Donc, évidemment, merci à tous. Voilà. Avec ça, eh bien, on pourra bientôt acheter une nouvelle caméra, parce qu'il nous manque une caméra, Rémi. Oui. Et on se l'est dit juste avant plus d'attaquer le podcast. On s'est dit, si on part sur Twitch, il nous faudrait encore une caméra supplémentaire. Exactement. Il nous manquerait une caméra. Et après, il va falloir gérer la régie. Mais ça sera un peu... C'est un problème qui n'est pas encore apparu, qui va apparaître. Mais pour le moment, on n'y est pas. Bref, tout ça pour dire que, mon frère, est-ce que tu as des choses à dire, peut-être en intro, avant de commencer le vif du sujet, ou tu veux directement plonger dans le sujet du podcast ? Pas spécialement, si ce n'est, comme vous l'entendez à ma voix un peu malade en ce début de semaine, mais rien de méchant, rien qui m'empêche de m'entraîner correctement. Ce que j'ai juste fait cette semaine, c'est que j'ai dû regrouper tous mes entraînements, parce que j'ai 5 entraînements que j'étale sur 7 jours. Et là, ce que j'ai dû faire, c'est les coller à l'un à la suite de l'autre, parce que j'ai eu des obligations professionnelles. Et c'est pas quelque chose que je recommande, pas quelque chose que j'aime faire non plus, parce que enchaîner les 5 séances, c'est un peu copieux, mais voilà, quand c'est exceptionnel, ça se fait quand même. Moi, il y a un sujet là que j'aimerais aborder. Alors déjà, vous entendez peut-être, il y a un petit bruit de fond. Peut-être vous l'entendez parce que nos micros sont quand même top quali. Sachez que c'est l'aspirateur qui est dans la salle. Voilà, je préfère préciser. Parce que la dernière fois, tu sais, quand il y avait des travaux, oui. Y a un gars dans les commentaires qui nous a dit mais réglez vos micros, bordel, faites quelque chose pour les bruits parasites. Alors qu'en fait c'était les travaux, on pouvait rien y faire. Donc cœur sur toi qui a mis ce commentaire, mais malheureusement il y a des petits bruits derrière. Tout comme parfois il y a des gars qui s'entraînent. Parfois on entend Kevin par exemple. Il y a plusieurs épisodes où Kevin gueule pendant qu'il s'entraîne alors qu'on tourne le podcast. Voilà, sachez que ça fait aussi partie du podcast. Et puis on a déjà fait des podcasts dans des environnements beaucoup plus bruyants. Petite dédicace au podcast dans le Camtar. Et voilà, ce qui compte encore une fois, c'est plutôt le fond,
comment est donnée l'information. On fait quand même des efforts, on a quand même du matériel professionnel, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer au-dessus. Néanmoins, voilà, c'était pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec Rémi, eh bien, la semaine prochaine, nous partons en Thaïlande. Ouais. Voilà, nous avons hâte. Pourquoi ce voyage ? Parce que Rémi a des envies de coucher avec des transsexuels. Oh putain, alors là, on est démonétisé direct. Oh putain. Quoi, fallait pas le dire ? Mec, je vais m'étouffer. Meuble avec ta connerie. Là. Voilà, bah du coup, on a perdu Rémi. Je suis désolé, la vérité, on a dit, on vous dit tout. Mais n'importe quoi. Précise tout de suite parce que là, c'est les gens clippent et c'est fini là. Ah oui, bah clippez. Non, la vérité, enfin la deuxième vérité, parce que c'était une première vérité. La deuxième vérité, c'est que nous avons un EVG, donc nous avons un ami qui va se marier. D'ailleurs, je suis témoin. Ouais, bah. Je suis une sacrée merde. Ouais, bon courage parce qu'il faut faire un discours et tout. Ouais, super chiant. Je vais pas y aller. Je suis malade ce jour-là. Si je dis que c'est les jambes, ça devrait bien se passer. Il faut aussi un costume, enfin, faut toutes ces choses-là. Exactement. Et on va dire que c'est vraiment, encore une fois, les vêtements qu'on porte d'habitude, hein, les costards, les choses comme ça, c'est tout nous. Et là, en plus, on va aller dans un endroit où on est hyper à l'aise. Pas du tout. On va changer complètement nos habitudes. C'est agréable parce que du coup, ça va être une petite période où on va changer un peu d'environnement. Donc voilà, ça va nous permettre de nous ressourcer, de passer un peu de bon temps, de très bon temps avec nos amis. Mais par contre, voilà, pour le coup, ça va vraiment changer nos habitudes. Et donc, pour revenir à ce que je disais, nous allons en Thaïlande la semaine prochaine pendant quelques jours. Donc, on va aussi tourner un peu de contenu, mais je pense que le VG donc, dure sur 5 jours, 6 jours, je ne sais plus exactement. 6 jours. 6 jours, ça va être 6 jours assez intenses. Ça va être également une période où on va pas s'entraîner. C'est vrai que... ça faisait partie des conditions. En fait, voilà, c'est pour ça que je dis le ça. Le futur marié nous connaît très bien, il nous a dit si je vous invite pour le VG, les gars, il n'y a pas d'entraînement, d'accord ? Alors on lui a dit ok pour cette fois-ci, mais c'était il y a longtemps qu'on lui a promis ça. Et là, plus l'échéance approche, plus on se dit bordel de merde. Donc on a commencé à trouver des stratégies avec Denis pour parce que du coup on va arriver en décalé. Nous on arrivera un peu avant, donc on ira peut-être se faire un entraînement et on restera un jour et demi de plus. Donc on va également aussi faire des entraînements après. Bref. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on va rester une longue période où, du coup, on ne va pas... Enfin, une longue période. Le temps de l'EVG, donc 5 ou 6 jours, où on ne va pas s'entraîner, où on ne va pas compter nos calories. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que beaucoup de gens s'identifient à nous et disent Denis, voilà, il compte tout le temps ses calories, Denis est tout le temps régulé sur les entraînements, Denis est tout le temps régulé sur le sommeil. Non, je pense que là, voilà, va y avoir aussi le sommeil, de toute façon, on aura le jet lag, donc ça va être totalement flingué. Très certainement, il y a des choses où il y aura un peu d'alcool, donc voilà, il y aura également un peu de consommation d'alcool. Sachant que je pense que ça sera réduit parce que personnellement je n'aime pas ça et en plus je le tiens pas, donc il faudra quand même faire attention. Oui, on n'aime pas ça, on ne consomme pas. Mais du coup il y aura quand même voilà, des trucs. Si on me propose un alcool par exemple qui a que en Thaïlande, je le goûterai quand même parce que voilà, j'ai goûté. Je sais que je n'aime pas que les alcools qui sont en France. Ce que je veux dire c'est que on part pour profiter. Je veux dire on va pas tous les 4 matins en Thaïlande. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut déculpabiliser. Il y en a qui ont été au ski, il y en a qui vont parfois en vacances, il y en a qui profitent. Quand vous êtes en vacances, profitez, ne vous fiez pas... Enfin, vos objectifs, vous pouvez les mettre en pause le temps d'un moment. Là, je sais que voilà, je suis témoin, j'ai des engagements avec les mariés. Je dois faire ce qu'il faut pour que les mariés profitent au mieux de leur mariage, de l'EVG, etc. Donc, à ce moment-là, c'est toujours la même chose, hein, c'est ordre des priorités. L'ordre des priorités, c'est mes amis sont au-dessus de ma diète, sont au-dessus du coup de mon entraînement. Et surtout, vous vous doutez bien que si je suis témoin, c'est que c'est quand même des amis qui sont proches. Donc, évidemment que voilà, il ne faut pas avoir peur de cette période. Et oui, il y a des limites. Oui, je ne vais pas, par exemple, boire 4 litres de vodka. Mais encore une fois, je vais profiter au maximum du moment. Je vais faire en sorte que du coup, le marié profite au maximum de son moment. Et pour ça, ça voudra dire, oui, pas s'entraîner sur cette période, pas suivre la diète. Comme l'a dit Rémi, il y a des stratégies. Comme on arrive un peu en avance pour préparer, on a une journée entière pour préparer. On va aussi un peu faire les environs. Si on voit qu'il y a une salle de sport pas très loin, très certainement qu'on fera un petit entraînement rapide. Donc voilà, pour s'entraîner un peu avant. Et une fois à la fin de l'EVG, c'est pareil, on a 2-3 jours qui sont réservés pour créer du contenu en Thaïlande. À ce moment-là, ce qu'on fera, c'est très certainement qu'on ira également s'entraîner parce que
ça fait partie de la création de contenu qu'on veut faire là-bas. Mais voilà, il y aura quand même quelques jours où on va pas s'entraîner. Et devinez quoi ? Nous n'allons pas mourir. Exactement, et tu l'as dit, c'est cette forme de relativisme. Tu ne peux pas perdre ton physique en 6-7 jours si tu pars en vacances et que tu ne suis pas ton plan habituel avec tes calories, tes repas, tes steps, tes entraînements, etc. Si tu veux vraiment perdre tous tes gains musculaires, il faudrait que tu restes dans ton lit, que tu sois le plus inactif possible, que tu sois la plus grosse des larves, que tu manges n'importe quoi, que tu n'aies plus du tout tes apports en protéines, que tu fasses en fait l'inverse de ce que tu fais actuellement en termes de nutrition, que tu manges des aliments très gras et voilà, c'est par ces deux éléments-là que tu vas combiner que oui, là tu peux effectivement en très peu de temps avoir des impacts sur ton physique. Mais pour le coup, on va passer du bon temps, donc l'objectif il est plutôt là. Et puis bien sûr après... on va quand même essayer de faire ce qu'on peut en termes de marche. On va essayer bien sûr de manger en se dirigeant plutôt vers des apports en protéines. Mais bien sûr avec les petits plaisirs de la vie thaïlandaise. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont tendance à... voilà. Là, en ce moment, il y a des études qui mettent en avant la fréquence, comme quoi l'atrophie musculaire arrive bien plus vite que ce qu'on pense, etc. Et que du coup, il faudrait avoir une fréquence d'entraînement importante. Et du coup, en fait, ça, au lieu d'aider les gens dans la pratique de leur muscu, j'ai l'impression que ça les dessert plus que ça ne les sert. C'est-à-dire que les gens font une fixette dessus et en fait on n'est plus sur de l'optimisation, on est sur de la complexification de l'entraînement. Et donc les gens partent du principe que s'ils ne s'entraînent pas pendant 2-3 jours, en fait ce processus d'atrophie apparaît et ils perdent tout leur gain musculaire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout que là, ça fait un moment, par exemple, que j'ai pas fait de pause dans l'entraînement. Tu te doutes bien qu'il y a un moment, mon corps, il a quand même pris vachement cher dans la gueule depuis plusieurs mois que je fais que de progresser à chaque séance. C'est pas parce que je coupe un peu que, justement, il va se reposer. Je vais me reposer sur le plan articulaire, musculaire, nerveux, et ça peut même me faire plus de bien. Et ça va me faire très certainement plus de bien que de mal. Et à aucun moment, je me dis, oh là là, processus d'atrophie, machin, etc. Oui, j'ai envie de m'entraîner avant le VG, après le VG, mais c'est surtout parce qu'on est en Thaïlande et que j'ai envie de tester les salles thaïlandaises. Exactement. Parce qu'il y a du matos que j'ai potentiellement jamais testé. Mais si j'allais, je sais pas, au fond d'un pays où il n'y avait pas de salle de sport et que je pouvais pas m'entraîner, ça me dérangerait pas. Et j'aurais beaucoup moins envie d'aller à la salle de sport. Là, c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a du Cybex, il y a du Arsenal, il y a du tout ce que tu veux. C'est vrai que ça donne envie d'aller s'entraîner. Puis même, c'est l'ambiance aussi. On voit bien un petit peu les salles qu'il y a là-bas. Ça va être sympa. D'un point de vue, en fait, pourcentage, si tu représentes ces 6 jours là où, du coup, on va être dans un endroit totalement différent sur les 365 jours autres de l'année, enfin, du coup, tu fais le décompte, 359... et bien du coup tu te retrouves avec un tout petit pourcentage où tu suis pas ton plan et finalement quand tu fais ce calcul là tu as une représentation de ton implication de manière générale à l'année et ça vu comme tu multiplies année après année et bien tu sais que tu seras toujours bien impliqué dans ta démarche et puis de toute façon je vais te dire une chose, on n'y va pas non plus dans le but de bousiller notre physique, enfin voilà, c'est du bon sens. C'est vrai que toi, tu y vas surtout pour être transsexuel. Bref, on va passer du coup donc, au sujet du podcast, qui est donc cut versus mini-cut. Et je propose qu'on définisse déjà un peu ces termes. Mon frère, tu veux peut-être commencer sur ça ? Ouais, parce qu'en fait, cut et mini-cut, c'est vraiment, tu sais, les mots utilisés pour dire ouais, je fais pas une perte de poids, je fais un cut. Je fais pas un déficit calorique, je fais un mini-cut. En fait, dans tous les cas, tu cherches à faire une perte de gras. Donc, une perte de gras, déficit, c'est juste mini-cut, cut. C'est juste des mots qui signifient la même chose, chercher à appliquer un déficit calorique. Et après, il y a des modalités derrière chaque élément, mais qui sont un peu floues, parce que quand on dit on fait un cut de tant de semaines, est-ce que ça correspondrait pas plutôt à un mini-cut ? Voilà, les barrières sont un peu floues, et justement, on va essayer de voir ensemble ce qui peut déterminer un cut d'un mini-cut et du coup comprendre un peu les différences qu'il y a entre les deux. Rémi l'a très bien dit, en fait, un cut et un mini-cut, c'est dans tous les cas un déficit calorique. La différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est que ce qu'on va appeler un mini-cut, ça va être un déficit calorique plus agressif, donc un déficit calorique plus important. Encore une fois, c'est toujours difficile de mettre des chiffres, il n'y a pas de définition précise.
C'est-à-dire que on peut pas dire bon voilà, moins 200 kilocalories en dessous de la maintenance c'est un cut et moins 700 c'est un mini cut. Non, en général on fait un mini cut on dit que c'est un mini cut quand l'objectif du déficit est d'aller le plus rapidement possible. Donc c'est plus sur une timeline, donc en gros la temporalité qui va différencier votre mini cut d'un cut. On ne dit pas que c'est l'agressivité directement le premier facteur peut-être, mais ça serait plus en fait la durée que vous allez faire votre déficit calorique. Encore une fois, après ça dépend parce que est-ce que 4 semaines c'est un mini cut, 6 semaines c'est un mini cut, 10 semaines, 20 semaines, est-ce que c'est un mini cut? C'est une temporalité du coup qui sera du coup propre à l'individu. 30 semaines, est-ce qu'on peut dire que c'est un mini cut? Comme je dis, en fait, selon moi, la vraie définition du mini cut, c'est vraiment cette intention d'aller le plus vite possible dans son déficit calorique. Tu vois, je prends un exemple, Camille qui va écouter le podcast, avec qui on a fait une superbe transformation. Vraiment, je pense que Camille, je te le dis, écoute, t'es de l'autre côté, on a fait une transformation de dingue, on a perdu plus de 30 kilos. Je vous jure que 30 kilos, ça change un physique. Bah, bien sûr. Et effectivement, dans ce cut, eh bien, on a perdu en moyenne entre 500 et 750 grammes par semaine de manière continue. On n'a pas eu besoin de descendre plus bas dans les calories parce que ça a fonctionné. Dans le sens où j'appelle pas ça spécialement un mini cut. Ça s'est étalé sur une durée assez grande, mais voilà, on aurait pu aller plus vite dans le déficit, mais c'est ce qu'on va voir, je pense, un peu plus tard. Il n'y a pas que des inconvénients à aller plus vite dans le déficit. Et en plus, 500 à 750 grammes en moyenne par semaine, pour la plupart des gens, c'est déjà beaucoup. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu aller chercher beaucoup plus et on ne l'a pas forcément fait. Parce que ça a des incidences aussi. Voilà, il n'y a pas que... Dans chaque... en gros, pourquoi il y a ces deux façons de faire ? Parce qu'en fait, les deux vont avoir des avantages et des inconvénients. Et ça, encore une fois, ça va être à adapter en fonction des personnes. C'est ça, le contexte de la personne. Comme tu as dit, là, il y avait Camille qui a perdu 30 kilos, je ne sais pas en combien de temps, mais 30 kilos quand même. Si vous voulez les perdre en 4 semaines, vous doutez bien que c'est pas possible. Donc voilà, il y a aussi une conscience à avoir de la temporalité de cela. Et puis surtout, du niveau d'expérience de la personne. Je veux dire par là, si une personne n'a jamais fait une perte de poids et que pour elle, le déficit calorique, c'est un nouveau mot, commencez pas à imaginer un processus ou un plan d'attaque pour la personne pour lui faire perdre du poids en 4 semaines si elle ne sait même pas comment perdre du poids. Donc, il y a aussi un niveau d'appréhension de la méthode à mettre en lien avec le niveau d'acceptation de la personne. Là, j'ai les données. Donc, on est parti de 101,3 kilos et on est descendu à 70,5 en 40 semaines. Là, on vient d'attaquer la reverse. Sachant que le plus bas au niveau des calories qu'on ait été, c'est, du coup, je vais vous le dire tout de suite, tac, tic, touc, touc, tac, 2600. Ah ouais. Donc, enfin, 2650 précisément. Donc, voilà, ça vous laisse dire à peu près, on aurait pu aller beaucoup plus bas, on aurait pu aller chercher des 2000, ce genre de choses, mais on n'a pas eu besoin. Et parfois, dans d'autres côtés, dans d'autres cas, eh bien, on va chercher à aller le plus rapidement possible sur un déficit calorique, mais encore une fois, on va pouvoir quand même aller dans des 30, dans des 35 semaines avant d'atteindre l'objectif. Mais là, vraiment, on aura tout fait, on aura tout mis en œuvre pour aller le plus vite possible. Mais ça dépend vraiment des cas. Tout le monde ne va pas... on va prendre un exemple basique, mais au niveau de la vitesse, quelqu'un qui peut faire 10 K-steps au maximum par semaine et quelqu'un qui peut faire 20 K-steps au maximum par semaine, c'est sûr que la vitesse de perte de poids et les possibilités dans cette perte de poids ne vont pas être les mêmes. Tu prends un père de famille qui va être chef d'entreprise, qui va avoir énormément de boulot à côté, qui va vouloir garder aussi pas mal de social, etc., et qui va vraiment pouvoir monter jusqu'à 10K difficilement par semaine, c'est sûr que l'ampleur du déficit calorique qui va pouvoir être tenable pour lui va être totalement différent du gars qui va, par exemple, être en télétravail tous les jours avec tapis de marche sous le bureau. Et puis, optimisation, le mec, il est chez lui, il peut faire à manger comme il veut, il n'a pas de contraintes. Au niveau de la tentation, c'est pareil. Du coup, vu comme il est chez lui, c'est pas la même. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, ça va dépendre des conditions. C'est ça, en fait, faut pas faire miroiter une personne en lui disant ouais, tu peux perdre du poids en 5 semaines si elle n'a aucune connaissance déjà de ce que je disais tout à l'heure, un déficit, ou qu'elle n'a pas l'environnement idéal. Il faut bien imaginer que déjà si la personne elle a 5, 10, 15, 20 kilos à perdre,
va pas y avoir aussi derrière le même protocole, donc la même agressivité dans la descente des calories, et même aussi en fonction des échéances. Est-ce que la personne a réellement besoin de perdre du poids très rapidement, ou au contraire, n'a-t-elle pas plutôt besoin de prendre le temps et de faire ça sur la durée, parce que s'il n'y a pas d'échéance, je veux dire, s'il n'y a pas une compétition, parce que j'ai ça en tête, ou des vacances à l'étranger où la personne n'a pas pendant 2 mois et donc du coup elle va devoir changer complètement son mode de vie quand elle va aller dans ce nouveau pays. Voilà, s'il n'y a pas d'échéance, c'est aussi un élément à prendre en compte, parce que beaucoup de personnes qui, par exemple, cherchent à avoir une transformation physique, cherchent à aller le plus vite possible dans leur perte de gras. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il faut que ça soit tenable, et surtout qu'après, derrière, on puisse avoir une stabilité et des habitudes qui sont construites. Si on perd du poids très rapidement, mais que derrière, il n'y a rien qui est structuré, qui est construit, où la personne n'a pas compris le raisonnement du déficit, puis après de la gestion des calories pour repartir après sur quelque chose de maîtrisé, en fait, la personne elle va tout de suite repartir dans l'autre sens et reprendre du poids. Donc il y a aussi le niveau de la personne à vraiment mettre en contexte. Par exemple, je reprends l'exemple de Camille. Pourquoi on n'a pas voulu aller chercher le maximum de ce qu'on pouvait aller chercher? Déjà, c'est que il avait un nombre de steps qui était déjà assez haut de base. Donc déjà, on n'était pas dans cette optique de vouloir en rajouter. Parce qu'après, voilà, il y a de la fatigue. Les steps, c'est bien parce que c'est pas fatigant. Mais quand tu commences à en avoir beaucoup, au bout d'un moment, ça devient quand même assez fatigant. Donc on ne voulait pas jouer là-dessus. Et puis également, il n'avait pas d'expérience avec le déficit calorique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait appel à moi. Et puis en fait, il voulait pas foirer son déficit calorique. Donc il y avait aussi quelques réticences, quelques peurs par rapport à ça. Il fallait mettre en place plusieurs choses, notamment une structure alimentaire, avoir du coup une notion des quantités. Donc on a travaillé sur ça avec un certain type de plan alimentaire au début. Donc quelque chose, je lui avais fait donc un générateur de menus sur lequel il pouvait avoir une notion des quantités vraiment variées, etc. On a fait ça sur une longue période. Et puis il y avait également cette volonté, encore une fois, dans mes coachings, je fais ça, c'est une formation à l'autonomie, c'est-à-dire le transmettre le plus de connaissances possible. Et tu te doutes bien que la transmission des connaissances, donc elle se fait bien quand, la personne prend du plaisir aussi dans le suivi, c'est-à-dire que s'il subit la condition dans laquelle il est, c'est-à-dire que si tu as faim tout le temps, si tu es tout le temps fatigué, c'est moins facile du coup de mettre en place certaines choses. Et donc, il y a eu au bout d'un moment dans le suivi aussi une transition vers une application de tracking pour offrir aussi plus de flexibilité. Donc en fait, on avait vraiment toutes les stratégies qui avaient été mises en place dès le début lors du premier rappel bilan. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre en place tout ça, avoir une stratégie précise et d'après s'y tenir, parce qu'il y en a beaucoup qui partent dans un objectif de cut, puis après qui changent de direction. C'est vraiment le trust de process, c'est quand l'idée de base est bonne et quand la stratégie est bien définie. La plupart des gens partent sans jamais définir une stratégie. Et puis surtout, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à la tenir. Mais quand la stratégie de base est bonne, au final, tout se passe. Et ça a été vraiment un tout droit vers l'objectif. Et tout s'est passé selon le plan. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. Et là, du coup, on a atteint la reverse. Et oui, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais au final, on n'aurait pas eu tout ça. On n'aurait pas une aussi bonne application, une aussi bonne transmission des connaissances. Et puis, encore une fois, peut-être qu'on aurait eu également un peu moins d'adhésion au plan parce que plus de difficultés, ou alors on n'aurait pas pu mettre en place tous les objectifs qu'on s'était fixés lors du premier appel. Là, c'était vraiment, en fait, ça correspondait aux objectifs, à la stratégie qu'on avait fixée au début. Ouais, parce que tu as parlé des steps et je pense que c'est un peu le truc sur lequel beaucoup de personnes pensent avoir un levier important en augmentant cette dépense-là pour appliquer un cut ou un mini-cut. Mais si vous êtes à 5000 pas et vous dites tiens, je vais augmenter mes pas pour passer à 8000 ou à 10 000 pas, par exemple, vous allez à 10 000 pas, vous doublez en fait votre nombre de pas. Il est évident que va y avoir un petit temps d'adaptation et que ça va vous fatiguer. C'est sûr. On peut prendre l'exemple de personnes qui, au départ, ne marchaient pas et puis maintenant, de nombreux mois, ont augmenté petit à petit leur nombre de pas. Et où, quand ils faisaient 8000 pas, ils étaient au bout de leur vie et maintenant, ils enchaînent 15 000 pas. Et pour eux, c'est la norme, c'est une habitude. Et ça ne les fatigue même pas. Ils arrivent très bien après à poursuivre tout le reste de leur journée, leur entraînement, etc. Mais il ne faut pas oublier que des personnes qui n'ont pas l'habitude de marcher et tu leur dis, pour faire un cut ou un mini-cut, on va jouer beaucoup sur cette dépense-là, faut
prendre en compte quand même que ça va être un investissement personnel et une fatigue aussi générée. Donc on l'a un peu dit, les critères un petit peu à prendre en compte pour plutôt se diriger vers le cut ou mini-cut, ça va être déjà l'espace-temps qu'on va avoir devant nous. Ça va être après votre niveau de connaissance quelque part sur ce qui est du coup la perte de poids, ce qui est un petit peu le tracking, les calories, la dépense. Enfin bref, il y a quand même un certain bagage à avoir pour être sûr de bien comprendre toutes les notions dans lesquelles vous allez vous embarquer. Et puis après, ça va être aussi une gestion de votre fatigue et de la récupération. C'est vrai que parmi les personnes du coup qui font appel à mes services de coaching, au niveau des personnes sur lesquelles on part en mini-cut, ça représente vraiment une très 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 faible minorité. L'une des premières choses que je veux regarder, c'est l'expérience de la personne. C'est-à-dire que si la personne a déjà fait l'expérience d'un déficit calorique maîtrisé, c'est-à-dire pas le déficit calorique qu'on a testé et qu'on a arrêté au bout de 3 semaines, non, ça compte pas. C'est-à-dire que si une personne a déjà fait un déficit calorique sur une longue période, sur laquelle ça s'est bien passé, qu'elle a atteint un bon résultat, ça veut dire que potentiellement, elle a déjà des notions de structure alimentaire, de gestion des calories, de gestion des macros, etc. Également, elle a l'expérience du déficit calorique, donc elle sait comment ça se passe en déficit calorique. Potentiellement, elle sait comment gérer la faim quand ça arrive. Et surtout, si tu as déjà tenu un déficit calorique, ça veut dire que tu es aussi solidement ancré avec tes objectifs. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait de cut, je te recommande pas spécialement de faire un mini cut. Ça, c'est vraiment la première chose. Sachant qu'encore une fois, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'expérience avec un cut que tu ne peux pas quand même aller vite. Je reprends le cas de Camille. On a quand même fait, comme je le répète, 500 à moins 750 grammes en moyenne par semaine, même un peu plus que ça. Voilà, mais il faut remettre dans le contexte, il avait 30 kilos à perdre. Oui, déjà, et puis surtout, il était encadré par un professionnel. C'est ça. C'est aussi la différence, parce que la plupart des gens qui font un cut, la plupart des gens qui vont écouter ce podcast font ça tout seuls. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu peux quand même aller assez rapidement, sachant qu'il n'y a pas eu de variation entre le début et la fin. C'est-à-dire qu'à la fin du cut, on perdait aussi vite qu'au début. C'est pour ça que ça a été vraiment très, très linéaire, ça a été vraiment un tout droit, et on a adapté les calories qu'une seule fois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux quand même avoir une moyenne de perte de poids assez rapide par semaine, donc 400, 500 grammes, etc. Mais bien sûr, ça sera pas si tu as 30 kilos à perdre, oui, tu peux t'attendre à ça si tu gères bien les choses, mais si tu n'as pas 30 kilos à perdre, ça sera peut-être pas le cas. C'est ça que je veux dire. Ensuite, l'expérience, du coup, ça compte énormément. Rémi, par exemple, je sais qu'actuellement, tu fais un mini-cut avec Thomas. Oui. Thomas qui vient au gym, c'est pour ça que je le sais. Thomas, il a déjà fait des compétitions. Il a déjà eu l'expérience de préparer 2 compétitions. Enfin, il en a fait plus que ça, mais il a fait 2 saisons de compétition, donc il sait ce que c'est qu'un cut. Il est déjà descendu bas. Voilà, tu lui dis, Thomas, on part sur un mini-cut, on fait un truc agressif. Tu peux être sûr que... c'est une fusée, le type. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec Thomas, on va fêter nos 3 ans de coaching là on est encore en février, en avril. Je crois que c'est ça, ouais. Fin mars, début... Bref, ça fait longtemps que je bosse avec lui. Je le connais vraiment sur le bout des doigts. Ça fait 3 ans qu'on traque absolument tout, qu'on connaît absolument tous les détails de ses journées, etc. Et donc, évidemment que quand on entame un mini-cut, on sait exactement la stratégie et j'ai envie de dire, je sais exactement aussi combien de kilos il est capable de perdre sur un temps donné. Je sais estimer, alors bien sûr avec une fourchette avec plus ou moins quand même de précision, mais je sais à peu près préciser avec exactitude ce qu'il va perdre en kilos. Et ça, c'est très important. Et donc là, pour le coup, on a fait un mini-cut, on s'est dit, on fait ça sur 8 semaines. Et pendant 8-10 semaines, on a dit, et on va essayer de tomber 1,5 kg par semaine. Ah oui, ça fait beaucoup, mais on imagine essayer de tomber 10 kilos, 10-15 kilos en très peu de temps. C'est l'objectif. Voilà. Ensuite, autre chose que je vais regarder au niveau de ce qui va m'orienter vers un mini-cut ou non pour un client. Donc, le premier critère, c'est l'expérience. Voilà. La deuxième chose que je vais regarder, c'est ce que j'appelle les kilocalories par kilo. Si vous écoutez le podcast, vous êtes déjà familier avec cette notion. C'est une notion que j'ai amenée et qui est beaucoup trop méconnue à ma connaissance et dont personne ne parle en France. Du moins, je n'ai jamais entendu personne d'autre que moi en parler. Je ne sais pas si je me trompe, Rémi, peut-être. Tu as déjà entendu d'autres personnes ? Non, pas spécialement, c'est vrai. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est une notion du coup que j'aime particulièrement et qui permet de savoir, entre guillemets, si oui ou non vous mangez beaucoup.
Exemple concret, vous prenez votre nombre de calories, voilà, vous pouvez prendre votre calculette actuellement si vous écoutez le podcast. Bon, ceux qui écoutent le podcast en voiture, vous sortez pas votre calculette. Mais si la plupart des gens font leur step au moment où vous écoutez le podcast, bah, tu prends ta calculette, tu prends ton nombre de calories actuel. Idéalement, si tu connais ta maintenance, voilà, tu peux aussi mettre ta maintenance, et tu le divises par ton poids de corps actuel. Et en fonction du résultat, bah, ça va dire si tu manges beaucoup ou pas. En général, les fourchettes, c'est si tu es entre 20 et 30 kilocalories, on va dire que tu manges normalement. Donc 30 kilocalories par kilo, 20 et 30 kilocalories par kilo. Si tu dépasses les 30 kilocalories par kilo, en général, on dit que tu manges beaucoup. Si tu dépasses les 40 kilocalories par kilo, tu es un ogre. Si tu dépasses les 50 kilocalories par kilo, bon là c'est très, très minime. Tu t'appelles Denis. En vrai, je les ai dépassés, mais actuellement, je les dépasse pas. Voilà. Je suis supérieur à 40, mais je suis pas à 50. Il y a vraiment très très peu de personnes. En revanche, à partir du moment où tu commences à être en dessous des 20 kilocalories par kilo, là, on dit que tu commences à manquer un peu de calories, quoi. C'est pour ça que je tiens à attirer ton attention sur le fait qu'il y a des personnes qui utilisent des mots tout prêts en mode... Enfin, des phrases toutes prêtes, en mode un mec ne doit jamais être en dessous de 2500 kilocalories. Un mec ne doit jamais être en dessous de 2900 kilocalories. Même, on entend souvent ça. Une meuf, c'est pareil, jamais en dessous de 2500 kilocalories. Et il y a des personnes, Rémi, je pense que ça t'est arrivé aussi en coaching, qui arrivent parfois en coaching avec moi, et elles me disent, moi, voilà, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je sois en dessous de 2900 kilocalories, alors que moi, je veux perdre du poids, et puis maintenant que je me suis mis à 2900 kilocalories parce que j'ai écouté cette personne, je prends du poids. Bah oui, mais mec, en fait, tu fais 60 kilos. Voilà. Donc... Bien sûr que l'objectif, c'est d'avoir le plus de calories ingérées, mais si votre objectif n'est pas en adéquation avec ce total calorique parce que ça ne correspond pas à vos besoins réels, vous êtes à côté de la plaque. Oui, tu te doutes bien que quelqu'un qui fait 60 kilos et quelqu'un qui en fait 100 ne va pas avoir la maintenance, la même maintenance. Donc, c'est pour ça que dire un homme doit être à 3000 calories et une femme 2500, encore une fois, les gars, même les recommandations que vous voyez sur... tu prends ton paquet de gruyère, tu verras, un homme doit manger 2500 en moyenne, tu vois, c'est en moyenne. C'est-à-dire qu'ils c'est vrai qu'avant ça, on le voyait partout, ces petits trucs-là. Moi, je fais plus trop gaffe. C'est que tu fais plus gaffe. Mais ça doit pas être si visible qu'avant. C'est aussi visible, mais je pense que c'est la façon dont tu sais, avant... Moi, je sais que on était à l'époque tu prenais les calories qui étaient dessus et puis tu prenais ta calculette pour compter, tu vois, tu mettais dans ton tableur, donc tu faisais plus attention. Maintenant, tu arrives, en général, tu scannes ou tu rentres ton code barre. Du coup, tu fais moins attention. Tu prends le paquet, tu fais hop, tu l'as regardé 2 secondes, terminé. Ouais, mais je me rappelle, tu sais, avant, tu avais vraiment des emballages où tu avais le petit symbole de la femme et le petit symbole de l'homme avec, pour un homme ou une femme en bonne santé, on va dire normale, on va dire, tu as tant de calories à ingérer par jour et ça pour chaque personne. En vrai, j'y fais plus attention non plus. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est des trucs un peu... pourri parce que c'est pas que c'est pourri, c'est que c'est en moyenne. C'est une moyenne. C'est comme l'IMC. L'IMC dans le milieu médical, c'est un indicateur qui est extrêmement utile. Dans le monde de la musculation, c'est un indicateur qui n'est pas hyper utile. Et le body fat, par exemple, est beaucoup plus utile dans le monde de la musculation. Voilà, ces recommandations-là, un mec 3000 calories, une meuf 2500. Alors ça, c'est les recommandations du Go Muscu, hein, c'est pas les recommandations qui sont sur les étiquettes. Hein. Mais effectivement, il y a énormément de personnes qui ont ce discours-là, qui disent, mec, si t'es un homme et que tu manges moins de 3000 calories, c'est que quelque chose ne va pas, mec. Il y en a qui vont te dire, t'as cassé ton métabolisme. Non, mec. En fait, il faut savoir là où tu te situes par rapport à ton poids de corps. Et c'est normal que quelqu'un qui fait 60 kilos et quelqu'un qui en fait 100 n'ait pas la même maintenance calorique. Encore une fois, c'est pour ça que l'indicateur des kilocalories par kilo est vraiment pertinent. Et c'est pour ça que tu prends ta maintenance, que tu divises par ton poids de corps, et du coup, tu sais où tu te situes d'un point de vue de tes kilocalories par kilo. Et ensuite... En général, pour en revenir au mini-cut, quelqu'un qui va avoir un chiffre en dessous de 25, je ne vais pas l'orienter vers un mini-cut, ou même, parfois, souvent, c'est qu'il y a des choses à travailler avant.
Donc, soit c'est que le mec il fait genre 1000 steps par jour, soit c'est qu'il y a vraiment un gros problème du côté de l'alimentation, soit c'est vraiment qu'il a une masse musculaire qui est très 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 faible, soit c'est qu'il a un problème de santé. Mais en général, les problèmes de santé, j'ai pas ce genre de personnes-là en coaching. Quand j'étais, effectivement, quand je travaillais en hôpital, c'était un peu plus fréquent, évidemment. Bref, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, c'est un peu la taille de ton réservoir, si tu veux, c'est calories par kilo. Et donc, à partir du moment où tu vas cutter dedans, tu as plutôt intérêt à avoir un gros réservoir pour pouvoir encaisser un déficit calorique qui est important. Si tu as un petit réservoir, tu te doutes bien que ça va être assez vite compliqué. Oui, c'est ça. Il y a des prérequis. Et vraiment, l'argument des calories, on ne dit pas que, justement, plus vous allez devoir faire un mini-cut agressif, plus vous allez devoir être le plus bas possible et arriver le plus bas possible au niveau de vos calories. Au contraire, si vous perdez du poids relativement vite avec des calories plutôt hautes par rapport à ce que vous avez imaginé, tant mieux. Parce que c'est quand même l'essence même de votre carburant pour vous entraîner. Et vous avez tout intérêt aussi à avoir un max de calories dans votre assiette tout en ayant cette perte de poids active, donc ce déficit actif. Je te rejoins sur ça. Je vois que le podcast tourne, et c'est vrai que Rémi a un rendez-vous après. Non, mais on a encore un peu le temps, mais c'est vrai que, pour le coup, il faut vraiment vous retirer de la tête qu'un mini-cut agressif doit obligatoirement se passer dans une restriction calorique importante. Ça, vraiment, faut pas vous dire, comme l'a dit Denis, il y a des calculs qui peuvent être appliqués, mais n'imaginez pas vous dire, ok, on m'estime à 2800, pour mon mini-cup, je vais me mettre à 2000 direct. Non, peut-être que vous n'avez pas besoin d'être aussi bas pour attaquer votre première phase de déficit calorique. Vous avez votre levier avec la dépense, et surtout, même chose pour votre dépense, ne cherchez pas non plus à aller chercher l'extrême. Quand vous faites un mini-cut, vous devez avoir les prérequis qu'on a donnés tout à l'heure et vous devez aussi ajuster votre plan. C'est pas d'entrée de jeu, j'essaye d'être le plus agressif possible. Ayez peut-être une phase de pré-mini-cut, si vous voulez, avec déjà des variations sur vos dépenses, sur vos calories, et vous observez déjà ce que ça fait. Si vous sentez que vous êtes bien, ok, augmentez. Mais vous n'êtes pas du jour au lendemain à essayer de faire un truc hyper explosif, hyper foudroyant. D'ailleurs, on peut continuer avec les prérequis, parce que moi, j'ai pas totalement fini avec. Un autre prérequis, également, c'est, tu en as parlé un peu tout à l'heure, c'est justement, est-ce qu'il y a une échéance ? C'est-à-dire que, est-ce que le mec ou la fille a une échéance par rapport à ça ? Est-ce que, par exemple, elle doit faire absolument moins 20 kilos dans 3 mois ? Ou est-ce qu'elle doit faire 8% de body fat dans 3 mois ? Bien souvent, je sais que c'est bien de se fixer des échéances, mais n'oubliez pas que rien ne presse. C'est-à-dire que la plupart des gens ne préparent pas de compétition et se mettent beaucoup plus la pression que des compétiteurs, et surtout se mettent des échéances beaucoup plus compliquées que des compétiteurs. Il y a des compétiteurs, ils vont commencer une prépa en étant à 15-20% maximum de body fat, ils vont se laisser 8-10 mois. Il y a des mecs, ils vont commencer à 40% de body fat, ils vont vouloir avoir une comp encore plus shreds qu'un compétiteur, mais en 3 mois, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que il faut aussi doser les choses, et dans la plupart du temps, ça ne sert à rien de se mettre une pression énorme. Encore une fois, je suis pour les objectifs quantifiables, c'est-à-dire délimiter, se fixer des objectifs, etc., parce que ça permet de garder un cap, mais il faut que ça soit des objectifs qui soient réalistes. Et oui, c'est vrai que s'il y a quelque chose, une deadline, c'est vrai que ça oriente quand même un peu plus, mais à condition, encore une fois, d'avoir les 2 prérequis d'avant que j'ai cités. C'est-à-dire que si tu me dis, moi j'ai 3 mois pour faire 8% de body fat, que tu es à 40% de body fat, que tu n'as jamais fait de cut, et qu'en plus de ça, tu es à 20 kilocalories par kilo à la maintenance, mec, je vais te le dire cash, je vais te dire c'est pas possible. Je vais te dire, on va faire le mieux qu'on peut, mais ça va être compliqué. Tu vois, il y a un moment où le rôle d'un coach, c'est aussi de dire ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Si aujourd'hui tu me dis, je veux faire 300 kilos au développé couché, je
vais te dire, oui, on va pouvoir s'en approcher, mais s'en approcher avec une distance quand même assez importante. C'est-à-dire que tu seras meilleur que ce que tu es actuellement, mais tu n'auras peut-être pas les 300 kilos. Voilà, après, il y a aussi la forme. N'ayez pas cette vision de moi sauce piquante tout le temps. Je sais parfois aussi mettre la forme. J'avoue que je suis pas hyper inspiré par rapport au mini cut et cut. Pourtant, j'ai plein d'expériences de suivi et je les partage pas. Mais c'est vrai que une personne qui a 30 kilos à perdre et une personne qui a 10 kilos à perdre, en fonction de son expérience d'avant, va ne pas avoir du tout le même fonctionnement, parce que quelqu'un qui a 30 kilos à perdre et qui veut faire ça de manière très, très agressive, très rapidement, parce qu'elle a le bagage nécessaire, n'est pas obligée de les perdre en une seule fois. Elle peut étaler ça en plusieurs phases pour justement accepter aussi que son corps va changer, que ça va aussi mettre un peu de fatigue. Il est arrivé, au travers de certains suivis, de faire un cut assez prolongé et d'avoir des phases où on restabilise un petit peu, parce que la mécanique elle est fatiguée, on a besoin de se remplumer un petit peu avant de rattaquer une autre phase. Donc voilà, il faut aussi vous dire que la meilleure stratégie, c'est pas d'aller toujours très vite, que ça peut être très beau sur le papier de se dire on va perdre 10, 15, 20 kilos en très peu de temps, mais si vous n'avez rien de prévu derrière et si vous avez justement du temps et que vous voulez apprendre un petit peu comment votre corps réagit à tout ça, j'ai envie de vous dire, étalez ça sur autant de semaines, autant de mois que vous voulez. Moi, je continue avec mes prérequis. Vas-y, Denis, parce que c'est toi là qui carry le truc. Je continue avec mes prérequis. Après, quand j'aurai fini les prérequis, il n'en reste pas beaucoup. Ça dépend vraiment du cas par cas. On pourra passer sur les avantages et les inconvénients d'un cut traditionnel et d'un mini-cut. Un autre prérequis que je regarde, c'est les contraintes de la personne. C'est-à-dire que si le mec, on va dire, coche donc déjà toutes les cases précédentes, ce qui est déjà quand même, c'est pour ça que j'ai dit je fais très peu de mini-cut au final avec mes clients. Je regarde les contraintes de la personne. C'est-à-dire que si par exemple la personne elle fait 8K steps par jour difficilement, tu vois, et que ça fluctue, genre son objectif c'est 8K et qu'il y a des semaines où elle en fait 6K et d'autres où elle fait péniblement 8K, que par exemple au niveau du sommeil c'est pareil, elle a beaucoup de contraintes, qu'elle n'arrive pas à dormir énormément chaque nuit, tu vois, que ces nuits c'est 5-6 heures maximum, que parfois il y a des entraînements qui sautent, etc. Enfin, encore une fois, je prends un exemple extrême, mais ce que je veux dire c'est que pour faire un mini-cut, il faut aussi quand même avoir des cartes dans sa manche par rapport à cette situation de base. C'est-à-dire que oui, si tu galères à faire 8K steps, très certainement que quand on va entrer dans une démarche de mini-cut, pour augmenter le déficit calorique, on va jouer sur la dépense énergétique, on va pas faire que via l'alimentation, parce que comme je le répète, si tu as un faible nombre de kilocalories par kilo, ça va pas être possible. On va jouer aussi beaucoup sur la dépense. Et si par exemple tu es à 8K step et que tu galères, alors que oui, on va forcément chercher à monter à 12, 13, on pourra même toucher 15K, parfois un peu plus en fonction des profils, ça va être compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir moins de marge de manœuvre et du coup, on va pouvoir moins appliquer cet effet-là. Donc, encore une fois, il faut aussi voir, parce que le but du mini-cut, c'est que si on met quelque chose en place, si on met une stratégie en place, faut pouvoir la suivre. Comme je l'ai dit un nombre incalculable de fois dans ce podcast, la meilleure diète pour atteindre tes objectifs, c'est celle que tu arrives à suivre. Et oui, si on part dans une stratégie du mini-cut, il faut que tu puisses suivre toute la stratégie autour du mini-cut. Sachant que, encore une fois, plus on est agressif, plus ça veut dire que tu vas être bas dans tes calories, avec les conséquences que ça va induire. Au niveau de tes heures de sommeil, il va falloir être bon, parce que sinon, encore une fois, on sait que le sommeil a un rôle très important lors d'une perte de poids, ne serait-ce que sur la conservation de la masse maigre, ne serait-ce que sur les hormones de la faim et de la satiété qui vont être déréglées, tes niveaux de fatigue générale, ta capacité à perfer à la salle. Tu vois, il y a quand même un truc très important à prendre en compte. De la même façon, au niveau de tes entraînements, si tu peux pas être régulier, que parfois tes séances sont écourtées, etc. Voilà, je prends un exemple extrême, mais ce que je veux dire, c'est que il faut prendre l'ensemble de la situation et voir si on peut en fait l'adapter pour la faire fitter à la stratégie du mini-cut. C'est ça, rien n'est irréversible quand vous vous lancez dans un mini-cut et qu'en fait, vous voyez que ça commence à vous impacter très fort, que les performances, c'est la dégringolade, que vous récupérez pas, votre sommeil ne suit pas, etc.
Rien n'est irréversible, vous pouvez très bien remonter un petit peu les calories ou ajuster un petit peu pour que vous remontiez un petit peu plus ces niveaux de récupération. Et après, vous rattaquez. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce n'est qu'une stratégie pour perdre du poids. Le mini-cut, la finalité sera toujours la même, ça sera le déficit calorique. Donc, si vous avez du mal avec le mini-cut parce que vous vous êtes dit, bon, moi, c'est la meilleure solution pour moi, et qu'en fait, vous vous ramassez au bout de quelques semaines, ben voilà, peut-être que vous pouvez aussi moduler un petit peu. Ça reste un outil parmi votre caisse à outils. En fait, il faut vraiment voir le cut et le mini-cut comme deux routes différentes qui mènent au même endroit. C'est-à-dire que voilà, vous partez de Limoges, vous voulez aller à Paris, vous pouvez soit prendre l'autoroute, donc qui serait le mini-cut, soit la route de campagne. L'autoroute, avantage, ça va plus vite. Inconvénient, le paysage est moins beau, et puis si t'as plus d'essence, l'essence coûte plus cher quand tu t'arrêtes. Oh putain, la métaphore est incroyable. La route de campagne, tu mets plus de temps, mais le paysage est plus beau, et puis les stations-service, ça coûte moins cher si t'as plus d'essence. Voilà, ça va au même endroit, juste qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Cut et mini-cut, c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est une transition toute faite pour avantages-inconvénients des deux parties. Mon frère, est-ce que tu veux commencer avec avantages, inconvénients peut-être Je vais commencer avec un avantage parce que... Attends, voilà. pourquoi ? Pour le cut ou le mini-cut ? Pour le mini-cut. Okay, on va dire avantage mini-cut. On peut se faire un petit ping-pong par rapport à ça. Avantage du mini-cut, forcément, ça dure pas longtemps. Moins longtemps que le reste, du moins. Et vous pouvez tout de suite après remonter vos calories et retrouver la situation la plus favorable, à savoir un très léger surplus calorique. Comme je le dis, c'est la situation idéale pour tout go muscu, parce que c'est là où vous êtes en excès calorique. Donc avantage numéro 1 selon toi, c'est du coup la durée plus courte. La durée plus courte et du coup la possibilité d'avoir plus de temps livré après à un surplus calorique. Ok. Très bien, très bel avantage. Avantage numéro 2, souvent... Du mini-cut, toujours ? Du mini-cut, on est parti sur le mini-cut. Avantage numéro 2 du mini-cut, c'est que souvent l'adhésion est plus forte par rapport aux résultats. C'est-à-dire que, effectivement, comme l'a dit Rémi, ça rejoint un peu le point numéro 1, mais ça va plus vite. Du coup, les résultats sont plus rapides. Plus vous voyez vos résultats rapidement, plus ça vous ancre dans un cercle vertueux par rapport au processus. C'est-à-dire que voilà, chaque semaine, vous voyez plus sec dans le miroir, vous dites putain, il faut que je continue. Donc ça favorise souvent l'adhésion, le fait d'avoir des résultats qui sont rapides par rapport du coup à un déficit calorique plus agressif. Un mini-cut, donc encore un avantage, si vous le maîtrisez, donc vous en avez déjà fait plusieurs fois, c'est quelque chose qui peut être posé plus souvent qu'un cut dans votre vie de go muscu. Pourquoi ? Parce que s'il est bien fait et que du coup vous n'avez pas trop de kilos à perdre, l'idée c'est pas de faire le yo-yo avec son poids, mais juste d'avoir en fait des petites fluctuations au niveau de vos pesées, c'est bien pour justement perdre très rapidement un petit peu de poids, mais attention, avec un niveau assez avancé dans la pratique. Et du coup, ça vous reconnaît, comme l'a dit un peu Denis, à votre programmation, mais aussi ça fatigue moins votre physique que si vous lui faisiez faire un cut sur une très longue période et où du coup, vous êtes dans une phase où vous êtes plus longtemps en déficit. Je reviens toujours à cette idée de plus vous faites un déficit court, plus vous allez après rentrer dans une phase de surplus qui est sûrement plus idéale pour la prise de muscle. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce que je vois comme moi un inconvénient, toi tu le vois comme un avantage. Parce que pour moi, du coup, c'est un inconvénient du mini-cut, c'est que un mini-cut, c'est une stratégie qui se met en place uniquement quand tu n'as pas trop de poids à perdre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que faire un mini-cut quand tu as 50 kilos à perdre, c'est pas la meilleure stratégie. C'est ce que je dis là, c'est-à-dire que si tu n'as pas trop de kilos à perdre, mieux vaut en fait ponctuellement faire des mini-cuts pour se dire ok, je mets 6, 8 semaines, 10 semaines, pourquoi pas, à faire un mini-cut, je tombe 4-5 kilos. Même vous pouvez faire ça peut-être ou plus même, mais ne pas aller chercher un mini cut quand vous avez plus de kilos à perdre. Pourquoi ? Parce que au moins vous savez que sur ce temps-là défini, vous avez des kilos qui vont tomber et au moins ça va vite se faire. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un avantage ou un inconvénient du coup ? C'est un avantage. Moi je le vois comme un inconvénient du coup. C'est que tu peux pas le faire si tu as trop de poids à perdre. Ah oui, voilà, ouais.
Donc, Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure avec mes fluctuations, si par exemple tu fais le yo-yo avec des grandes fluctuations où tu as des changements énormes en termes de pesée, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Par contre, si tu as des petites fluctuations, de très petites variations au niveau de ton poids, parce qu'il monte en fait sur ton off-saison, parce que tu as fait un surplus et tu es monté 4-5 kilos et tu as quelques kilos qui te voilent un petit peu tes abdos et que tu veux les retrouver, bam, tu te mets en mini-cut, ça dure quelques semaines et tu retrouves des abdos et puis après tu repars sur ta phase de surplus. Je le voyais un peu comme ça. Est-ce que tu as d'autres avantages ou pas du mini-cut ? Parce que pour moi, en fait, les deux principaux, c'est ça. C'est les résultats plus rapides et du coup, l'adhésion qui est plus forte à cause des résultats plus rapides. Je vais en donner un dernier. C'est par rapport aux signaux de faim qui, quand tu attaques un déficit, un mini-cut du coup assez agressif, tu peux ne pas ressentir dès les premiers temps la faim autant que si ça faisait des mois et des mois que tu étais en cut. Au bout d'un moment, bah voilà, tu sais que même si ton corps, ton estomac s'est un peu formaté à tout ça, quand tu fais un déficit assez agressif, t'as pas forcément peut-être les premiers temps des petites adaptations où ton corps il t'envoie des signaux pour dire putain j'ai un peu faim à ce moment-là, mais t'as, je pense, moins de difficultés, encore une fois pour des niveaux avancés. C'est que je pense à Thomas là tout de suite, qui lui, on a tombé 1000 calories d'un seul coup par exemple, et lui n'a pas faim du tout. Et donc c'est une stratégie pour dire bon bah voilà, là t'as commencé un mini cut et au vu de ce que tu fais, ben voilà, tu ressens pas la faim. Alors ça, je pense que c'est propre quand même à la... Ça dépend de chacun. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'il y avait un petit temps d'adaptation en fonction de chacun. C'est propre à la situation, mais effectivement, pour faire un petit aparté, un mini-cut, ça peut être aussi une stratégie qui peut être utilisée pour faire ce que j'appellerais un reset alimentaire. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont en surplus calorique depuis un moment, parfois l'appétit peut avoir tendance à diminuer. Et du coup, le fait de cutter quand même pas mal de calories d'un coup, souvent en même temps, quand tu perds l'appétit, c'est aussi que ton body fat, il commence aussi un peu à être un peu haut. Souvent, en fait, les deux choses se coordonnent plutôt bien. Et tu peux, du coup, cutter dans tes calories. Encore une fois, si tu perds ton appétit, si tu as du mal à manger, c'est souvent aussi que tes kilocalories par kilo sont assez hautes. Hein. Ça rejoint en général un peu les facteurs. Et donc, ça peut être une stratégie de faire ça pour retrouver des sensations alimentaires et en même temps faire baisser le body fat. Petite dédicace à Eva avec qui on avait fait ça il n'y a pas si longtemps. Et bah ça voilà, du coup c'est plus dans ce sens-là, c'est que ça peut faire un reset et donc renouveler un petit peu les signaux de faim. Ok. Inconvénient maintenant peut-être du mini-cut. On continue là-dedans. Ouais, bah tu veux que j'ouvre le bal ? Vas-y. Ouais. Enfin, t'avais terminé, mais vas-y, t'es chaud, vas-y. Non, je te dis, là aujourd'hui, c'est plus toi qui est motivateur du podcast. Qui c'est qui a pris un mix focus pour toi avant ? Oh, putain, vraiment, je sens que là, je bouillonne, j'ai peut-être un peu de température. Non, je déconne, c'est pas vrai. T'es malade ? Non. Tu veux chercher un masque ? Tu me contamines pas, enfoiré. Non, tout ça pour dire qu'un inconvénient du mini-cut, c'est évidemment le fait que vous allez perdre du poids. Donc sur certains de vos lifts, vous pouvez perdre un peu en performance parce que automatiquement, vous allez perdre au niveau de la sangle abdominale. Donc vous allez avoir moins de rigidité au niveau du tronc. Donc voilà, tous les gros exercices qui demandent un effort de gainage peuvent en pâtir de ce mini-cut et donc de cette perte de poids un peu agressive. Et puis même de manière générale, vous pouvez aussi ressentir de la difficulté en termes de récup. Alors ça, c'est pas un inconvénient du mini-cut, c'est un inconvénient, je veux dire, à partir du moment où tu fais un déficit calorique. Dans les deux cas, que tu fasses Mais ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Je pense par exemple quand tu perds relativement vite au niveau du tour de taille, voilà, au niveau du ventre, et que t'as plus trop cette contraction au niveau de la sangle abdominale sur par exemple un mouvement de Romanian deadlift, tu sens que t'es plus fragile et donc c'est indirectement lié à ton mini-cut plus qu'à une gestion de ton management au niveau de ta programmation. Parce qu'évidemment que l'idée, c'est, quand vous attaquez un mini-cut, c'est pas de voir vos perfs tomber. Au contraire, vous devez chercher à ajuster les paramètres. Mais il y a des exercices où, malgré tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, vont en pâtir un petit peu de cette perte de poids. Tu vois, je suis pas totalement d'accord. Encore une fois, tu vois, c'est bien d'avoir des points de vue parce que vu comme le mini-cut, c'est quelque chose que tu fais lorsque tu n'as pas trop de poids à perdre, au final, tu vois, tes variations au niveau du tour de taille ne sont pas aussi importantes que, par exemple, quand tu as beaucoup de poids à perdre. Et du coup, je trouve que
en général, en mini-cut, tu as moins de variations négatives d'un C'est point de vue vrai. de tes performances. Et vu comme la durée aussi est plus courte et que souvent, tu es quand même dans une situation où avant, tu avais quand même beaucoup de calories, tu vois, tu n'as pas trop le temps de sentir les effets négatifs. Et pareil, par rapport à la fatigue, vu comme un mini-cut, c'est quand même quelque chose qui se fait sur une période assez courte, souvent, c'est vraiment les dernières semaines qui peuvent être un peu dures, où tu peux jouer un peu sur la gestion du volume, etc. Ouais, tu as raison. C'est peut-être plus Mais- du coup pour le cut. C'est plus pour le cut. Le mini-cut, tu vois, on a trouvé un avantage indirectement, c'est que les performances ont tendance à quand même moins diminuer, et du coup, la fatigue a moins se faire sentir, malgré l'importance du coup du déficit calorique. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce n'est pas en général l'importance du déficit calorique qui crée la fatigue, c'est surtout en fait la durée du déficit calorique. Donc oui, c'est sûr que si par exemple tu as un déficit de 300 kilocalories par jour, imaginons tu vas commencer à le sentir réellement au bout de 20-25 semaines. Si tu as un déficit, imaginons de 1000 kilocalories par jour, tu vas peut-être le sentir au bout de la 10e semaine. Donc oui, ça va être plus rapide, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même plusieurs semaines où tu vas être tranquille. Et d'ailleurs, ça, je fais une aparté là-dessus. Il y a trop de personnes qui, dès qu'elles se mettent en déficit calorique, elles disent « Oh là là, toutes mes perfs se sont effondrées, j'ai plus d'énergie, etc. » Non, Ouais. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton corps, il met quand même du temps avant de ressentir la fatigue. Tes stocks de glycogène mettent quand même du temps avant de se vider. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que le dimanche, tu étais en surplus calorique et que le lundi, tu es en déficit calorique que toutes tes perfs vont s'effondrer. Non, si tes perfs s'effondrent, c'est pas le problème du déficit calorique. Le problème, c'est que tu es une fiotte. C'est ton mental qui s'effondre. Exactement. Hmm. Rémi l'a dit plus guacamole que moi. Non, mais c'est vrai, hein, à partir du moment où tu es en déficit, si tu te dis je vais perdre mes performances, tu pars pas du tout avec la bonne optique. Au contraire, tu te dois justement dans cette phase-là te dire je vais perdre du poids, mais je vais continuer de performer. Et alors là, ça sera encore plus incroyable, tu seras encore plus content de toi, de ta transformation. Pour moi, je vais continuer avec les inconvénients. Le plus gros inconvénient du mini-cut, c'est que ça demande une gestion alimentaire beaucoup plus importante. C'est-à-dire que, vu comme tu as moins de calories, beaucoup moins de calories, il faut connaître les stratégies de gestion du volume alimentaire, connaître les stratégies du timing des aliments pour limiter les sensations de faim. Parce que, autre inconvénient, si tu as moins de calories aussi, tu vas plus rapidement ressentir les sensations de faim si tu ne gères pas correctement, encore une fois, ton volume. Et ça revient au point que j'ai dit précédemment. Tu parlais de Thomas qui ne ressent pas de sensation de faim. Encore une fois, il est sur les premières semaines et c'est quelqu'un qui, on le répète, c'est pas n'importe qui. Thomas a préparé plusieurs compétitions. Les gars, je vous aime bien. Qui parmi vous, les auditeurs du podcast, a déjà préparé plusieurs compétitions? Donc encore une fois, ne vous mettez pas au même niveau que Thomas sur, par exemple, la gestion de l'alimentation. Donc voilà, ça va demander beaucoup plus d'optimisation alimentaire que tout le monde ne peut pas se permettre de faire. Et je dirais un autre point, là je balance les points. Vas-y. Troisième, vas-y. Je Non, mais continue. j'aime Allez, bien parce que là, t'es chaud et moi, je trouve que c'est très bien. Troisième du coup, inconvénient, c'est que souvent, en fait, on a moins de marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand on est dans un mini-cut, ça veut dire souvent qu'on a une dépense énergétique qui doit être importante. Ça veut dire qu'il faut avoir du temps pour faire ces steps. Ça veut dire que il faut allouer du temps pour ça et que potentiellement, si on ne peut pas faire ces steps... Une petite caméra qui s'éteint. Ah, on a perdu une caméra. J'espère que la tienne va tenir. C'est la première Ça fois a l'air. première fois que la J elle nous chie dans les doigts. Bon, c'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être... il faut quand même que tu puisses accorder du temps à ça parce que si ta moyenne de steps mensuels ou hebdomadaire c'est 15K et que tu n'en fais que 7, tu te doutes bien que par rapport à la stratégie du mini-cut, ça va être pas la même chose. Également par rapport du coup à la diète, c'est ce que je disais, ça demande beaucoup plus d'optimisation. Par rapport au sommeil, c'est pareil, il faut faire beaucoup plus attention. Par rapport à l'entraînement aussi, tu gères pas tout à fait le volume de la même façon, tu gères pas tout à fait les choses de la même façon. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça demande, et c'est là où je disais qu'il faut de l'expérience, c'est que ça demande quand même beaucoup plus
De planification. de planification, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas de volonté, mais merde. D'investissement. D'investissement, voilà. Moi, Merci, Rachid. D'investissement que, du coup, un cut plus traditionnel. Effectivement. Pardon, tu voulais finir? C'est que j'ai trouvé un autre avantage du mini-cut. Tu essaies de le garder? J'essaie de le Je garder. donne juste un exemple par rapport à ce que tu viens de dire avec Thomas et même avec toutes les personnes avec qui on a entamé un mini-cut. On a mis en place tout de suite des choix alimentaires. On a tout de suite mis en place aussi un nombre de pas à faire de manière quotidienne et pas essayer d'en faire un peu moins sur certains jours. Si on peut essayer de lisser tout ça sur la semaine, c'est mieux. Pourquoi? Parce que tous les pas ou toutes les calories que vous allez faire fluctuer dans votre semaine, ça peut aussi impacter votre récupération et votre sensation par rapport à ça. Donc je vous invite vraiment à, quand vous attaquez un mini-cut, avoir une vision très claire sur les semaines qui vont arriver. Vous devez avoir vraiment dans votre frigo tout ce dont vous avez besoin quelque part. Vous devez aussi avoir l'organisation au niveau de vos pas, essayer de peut-être les segmenter dans la journée pour que vous ne puissiez pas en pâtir je sais pas, d'un 10K ou d'un 15K à faire d'un seul coup comme ça, d'une seule traite. Voilà, c'est des choses qui sont anecdotique comme ça si vous n'êtes pas passé encore par le mini-cut, mais que vous allez peut-être percevoir davantage si vous vous mettez réellement à en faire un. Parce que si vous vous dites, ok, bon, je vais essayer aujourd'hui de faire mes pas, mais tant pis si je les ai pas, il va falloir que je les rattrape. Eh ben non, parce que du coup, là, après, vous allez accumuler, et vous allez vous retrouver, si vous n'avez pas réussi à faire ça avant, avec beaucoup de pas et donc une dette de pas à faire et donc potentiellement un peu de fatigue aussi. C'est un exemple par rapport au pas, mais ça peut être très bien mis au niveau des calories. Donc, j'ai envie de dire, hors, bien sûr, contraintes professionnelles, etc., si vous avez le temps de mettre une planification plutôt lisse dans vos habitudes alimentaires et de dépenses, faites-le. Je te rejoins. Avantage du mini-cut, c'est pas réellement un avantage, c'est parce qu'en fait vous allez voir, je veux pas spoil, mais en fait les avantages du mini-cut sont les inconvénients du cut traditionnel. Et inversement, les inconvénients du cut traditionnel sont les avantages du mini-cut. Ou l'inverse, je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, vous avez compris le principe. Oui, mais on a l'image. La gestion du coup des ce qu'on va appeler les cheat meals, les repas plaisir, bref, est différente entre un mini-cut et un cut plus traditionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un mini-cut, vous avez un déficit calorique plus important. Donc, c'est plus difficile de dépasser la maintenance. Imaginons, vous avez un déficit calorique de 1000 kilocalories par jour, ça fait 7000 kilocalories à la semaine. Si vous allez, je sais pas, au chinois à volonté et que vous avez un surplus calorique de 3000 kilocalories par rapport à votre maintenance, ce qui est énorme, au final, vous êtes en déficit calorique à la fin de la semaine de 4000 kilocalories. Plus 7000, mais 4000. Si vous faites la même chose, mais avec un déficit de 300 kilocalories, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la semaine, vous ne serez plus en déficit, mais vous serez en surplus calorique. Donc la marge de manœuvre est plus facile en mini-cut. Encore une fois, ça c'est la théorie. C'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde vante quand on fait une vidéo sur les mini-cuts. Les gars, je suis créateur de contenu. Si je veux vous dire que le mini-cut, c'est la meilleure des choses, je vous mettrai ça en avant. Voilà, c'est pour ça qu'il faut me suivre d'ailleurs, parce que je ne fais pas ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que un cut, du coup, moins important, par définition, vous avez plus de calories journalières. Ce qui fait que ça vous laisse aussi plus de possibilités d'intégrer le repas du cheat meal dans votre journée. C'est-à-dire que vous avez plus de calories à la journée. Et donc, potentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est manger un peu moins sur le repas du midi, manger un peu moins sur le repas du petit-déj et l'intégrer plus facilement dans votre routine. C'est ça. Et en fait, le mini-cut, vous avez tout intérêt en fait, à respecter le plan de manière le plus fidèle possible pour justement respecter la temporalité que vous êtes fixée. Parce qu'on l'a dit, le mini-cut, ça reste une échéance dans laquelle vous vous êtes inscrite. Donc, si vous vous dites, je me mets pendant 5 semaines, mais que une fois par semaine, il y a un repas off-track, mais que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, en fait, ça va quand même impacter grandement la qualité de votre déficit calorique. Donc, j'ai envie de vous dire quelque chose par rapport à ça. Si vous êtes précis dans votre mini-cut, non seulement vous allez le faire et tenir les délais, et puis surtout, vous allez obtenir la perte de poids escomptée. Si par contre, vous avez un peu de off-track par moment, sans doute que vous allez atteindre votre déficit, mais vous n'allez pas aller aussi loin, et du coup, vous allez passer sans doute à côté de ce que vous aviez imaginé.
Est-ce que tu as d'autres avantages et inconvénients, mon frère? Le mini-cut Le mini-cut. Après, ça pourra nous revenir ouais, ça peut-être. pourra nous revenir, ouais. Je pense qu'on peut passer du coup assez rapidement sur les avantages et les inconvénients du cut traditionnel. Inconvénient, du coup, oui, ça va durer plus longtemps, pardon, que un mini-cut. Il y aura moins ce processus d'adhésion via les résultats, mais souvent, il y a un processus d'adhésion qui est quand même fort par rapport au fait qu'on ait plus de calories. Autre, du coup, inconvénient, avantage, c'est que c'est plus, du coup, pour les personnes qui ont beaucoup de poids à perdre. Également, ça demande de l'expérience, ça demande énormément de savoir-faire, ça demande beaucoup moins de savoir-faire vis-à-vis de la diète. Vous avez moins de contraintes, vous avez moins à vous prendre la tête, et puis vous avez plus de calories à disposition. Quoi dire d'autre? C'est sûr que si vous maîtrisez une application de tracking en déficit calorique, voilà, vous allez avoir beaucoup plus de choix possibles. Vous allez pouvoir vous rajouter la petite friandise, le petit truc en plus qui vous fait envie, le petit croissant, le petit chocolat, bref, ce que vous voulez finalement, parce que vous allez pouvoir avoir moins de risques sur votre satiété ou sur votre faim, bref, par rapport à cet ajout, alors que dans le mini-cut, voilà, on va dire que chaque calorie va vraiment compter, surtout si vous avez du volume et que ça vous apporte le réconfort à ce moment-là. C'est vrai que ton sneakers en mini-cut, il a un peu plus de mal à passer, quoi. C'est que tu te dis, merde, j'ai quand même passé pas mal de calories, quoi. Oui, et puis les gens qui vont me dire, oui, je fais passer un sneakers en mini-cut, les gars, par définition, c'est que vous n'êtes pas en mini-cut. C'est que vous pouvez aller plus, si tu fais passer un sneakers, c'est que tu peux creuser un peu plus le déficit. Parce que, petite parenthèse, mais c'est vrai que la plupart des gens, même certains coachs, tu vois, le mini-cut, c'est devenu quelque chose de commercial. Je l'ai dit, c'est hyper vendeur d'avoir une transformation en 5-10 semaines où la personne va perdre du poids. Déjà la personne qui fait le marketing derrière, elle met ce qu'elle veut en termes de deadline. Si elle dit que cette personne-là, elle a perdu 10 semaines, elle a perdu 10 kilos en 10 semaines, ça se trouve, c'est faux, elle a perdu peut-être 10, mais par contre en 30 semaines. Donc déjà, voilà, par rapport à cet argument, c'est pas terrible. Et puis surtout, on connaît absolument rien de la personne qui a fait ça derrière. Déjà, posez-vous des questions sur pourquoi les transformations, c'est toujours des chiffres ronds. Tu vois, tu verras jamais une transformation en 13 semaines. Souvent, c'est plus 12. Tu vois. Mais alors, encore une fois, même moi je le fais. Quand une transformation c'est 9 semaines, je vais mettre 10. Ou à l'inverse, quand une transformation c'est 16 semaines, je vais mettre 15. Encore une fois, ça change pas grand chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont un peu plus malhonnêtes que moi. Bien sûr, et pour le coup, regarde, moi je vais être transparent par rapport à ça. Quand je poste des transformations, je les fais sur 5, 10, 15 ou 25 semaines parce que ça correspond du coup au pack que je propose par rapport à mes services de coaching. Alors après, est-ce que ça tient exactement de manière très précise à la temporalité ? Oui, parce que j'essaie de toujours me rapprocher, bien entendu, et puis parce que c'est aussi en lien avec la transformation de la personne, puisqu'elle est OK par rapport au partage de cette publication. Mais par contre, je ne vais pas m'amuser à donner une temporalité qui n'a rien à voir avec sa perte de poids. Ouais, c'est ça. Puis même dans la praticité, tu vois, je vois, il y a Nicolas, un de mes suivis, il se reconnaîtra encore une fois, il est en vacances, il m'a envoyé ses photos bilan 2 semaines avant. Bon, ça fera un point intermédiaire, c'est un peu trop en avance, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'aspect pratique, parfois, voilà, on reçoit les photos avant, parfois c'est aussi après. Enfin bref, voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que le mini-cut, c'est souvent vendeur. Et quand les gens, quand il y a des coachs qui vont dire, ouais, ok, on fait un mini-cut, 8 semaines, t'es transformé. La vérité, c'est que tu vas faire un cut traditionnel et au bout de 8 semaines, tu auras ta transformation. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'aura pas été un mini-cut. Je le répète, mais un mini-cut, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et il faut vraiment avoir les prérequis que j'ai cités et être vraiment dans des conditions ultra spécifiques. Au final, pour qui, du coup, le mini-cut, je pense que le mini-cut, on en a déjà fait, mais pour moi, 95% des gens devront faire un cut traditionnel dans un premier temps, avec un déficit calorique, ça peut être doux ou modéré. Ouais. Voilà.
Pourquoi ? Parce que la plupart des gens n'ont pas l'expérience du déficit calorique, et la plupart des gens n'en ont jamais fait, ont peur, tu as beaucoup moins de chances de te tromper si du coup tu es plus progressif, si tu prends plus ton temps, tu auras moins d'effets entre guillemets secondaires dus à la mauvaise gestion de ton déficit calorique, et surtout ça te laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour apprendre de ton déficit calorique. Et puis encore une fois, si tu trouves que c'est trop long pour toi, tu peux toujours augmenter le déficit calorique, mais de là à dire que tu es dans une démarche de mini-cut, vraiment, je ne pense pas que ça soit le cas. Encore une fois, vraiment, c'est une très faible minorité de personnes qui sont dans une démarche de mini-cut. T'as juste à regarder ma vidéo de l'année dernière, je crois à peu près vers la période de juin-juillet, j'avais fait un mini-cut, j'avais viré 2500 kilocalories. 2500 kilocalories. Prends tes calories actuelles, enlève 2500. Je pense qu'il y en a, ils sont en négatif. Non, mais ce que tu dis, en fait, c'est que rien n'est irréversible. Si tu entames un cut et que tu vois que tu aimerais aller plus vite, bon, alors déjà, il y a 2 points. C'est-à-dire que si tu veux rendre le truc plus agressif, tu peux, mais vas-y mollo quand même, parce qu'un cut, comme on l'a dit, c'est sur une longue période. Donc, au contraire, tu as plutôt intérêt à y aller mollo et à ne pas brûler les étapes, parce que si c'est ton premier cut, au contraire, découvre ça, prends le temps d'apprécier un petit peu justement les signaux que va t'envoyer ton corps, de tester des aliments, de tester le timing de tes repas, etc. etc. Et je sais plus où je voulais en venir, parce que la cam vient de me lâcher ici. On a le droit de les perdre au fur et à mesure. Ah, va falloir qu'on termine. Ouais, faut qu'on termine rapidement. Et donc voilà, avantage. Et le mini-cut, du coup, pour qui ? Si tu veux, je clôture là-dessus, si tu veux. Vas-y, mon frère. Donc le mini-cut, on l'a dit, c'est vraiment pour des personnes qui sont expérimentées, qui ont déjà testé le déficit calorique plusieurs fois, qui ont l'habitude de traquer leurs données, qui ont une pratique avancée dans leur pratique. Pratique avancée dans leur pratique, ça c'est beau. Et bien sûr qui, à mon avis, ce qu'on a un peu dit avec Denis, n'ont pas beaucoup de kilos à perdre. Donc si on devait donner une fourchette, voilà, à mon avis, pas plus de 10 kilos, 10 kilos, 10-15 kilos, pas plus, voilà, pour un mini-cut. Ça dépend des cas, mais effectivement, petit bug, ça dépend des cas, mais effectivement, oui, 10 kilos, je pense que c'est déjà une fourchette assez haute. Assez important. Ok, mon frère, je pense qu'il est temps de clôturer. J'ai sorti mon téléphone pour faire une cam de secours. Tout nous lâche. C'est là où vous voyez le professionnel. Hein. Vous voyez le professionnel. Il a l'habitude du contenu. Exactement. En tout cas, j'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications. J'ai l'impression que ça a été une cata de mon côté. J'espère que le podcast vous aura plu. Mini cut, c'était très intéressant. Sujet en plus sorti de la boîte à questions. Donc, continuez de l'alimenter dès que vous voyez une boîte à questions sur le profil de Denis ou de moi. Et puis, je crois qu'on a tout dit. J'espère qu'on va passer de très bonnes vacances en Thaïlande. Ça, je pense que ça devrait le faire. Les podcasts vont se suivre de semaine en semaine parce qu'on a suffisamment d'avance pour vous en sortir au rythme hebdo qu'on s'est fixé. Et puis, voilà, on vous donnera au prochain épisode des nouvelles des Thaï thaïlandaises. De toute façon, je pense qu'il y aura peut-être un podcast dans l'avion ou un truc comme ça. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Hein. Vous nous connaissez, hein, nous, dès qu'on est tous les deux, dès qu'on a un petit temps mort où on peut pas faire grand-chose, on peut pas travailler, on sort les mic-mic et on est parti pour un podcast. C'est fort possible. Pour en revenir du coup sur le cut, mini-cut, encore une fois, je pense que beaucoup d'informations ont été données. Ça a été peut-être donné aussi de façon... Bon, les podcasts sont jamais préparés. Hein, mais c'était très spontané. Donc voilà, on balance les infos. Encore une fois, on le dit tout le temps, mais si tu écoutes 2 fois le podcast, tu n'auras pas la même compréhension la deuxième fois. C'est toujours beaucoup d'informations pour te lancer vers des pistes de réflexion. Il y a beaucoup de données, beaucoup d'informations qui sont données au final dans un podcast. C'est impossible que tu interprètes tout de la bonne façon, comme il faut, etc. Et puis, encore une fois, je suis sûr que tu réécoutes le podcast dans 5 ans, tu te diras, putain, mais ils avaient déjà dit ça à l'époque, ces enfoirés, ils avaient déjà raison. Quoi. Et même, il y aura ce côté du, putain, mais je l'ai écouté, je suis sûr, mais je l'avais pas du tout compris comme ça à l'époque. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Ça veut dire que vous avez mûri dans votre pratique. Donc, le but du podcast, c'est plus de vous donner des pistes de réflexion que de vous donner des informations toutes crues. Remettez toujours en question les informations qu'ils vous ont données. Soyez sûr aussi de les avoir bien comprises. Et puis, explorez les pistes qui vous sont données vis-à-vis du contenu que vous regardez ou écoutez. Nous, on plante des graines et après, vous les voyez évoluer. Et ça, c'est en fait votre mémoire, votre intelligence qui les assimile.
Exactement. Mon frère, c'est le moment où tu prépares le jingle. Le balance pas tout de suite. C'est le moment où moi, je vous dis de liker le podcast si vous l'avez écouté sur YouTube. Mettre une évaluation positive sur Spotify si vous l'écoutez sur Spotify. 1500 avis avec toujours 5 étoiles. Magnifique. Merci à tous. Et puis vous abonner à la chaîne YouTube aussi si c'est pas fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis écoutez, sur ce, on vous dit à très bientôt. Bisous. Les frères Gallois. Denis Sauce Piquante. Zéro RR Podcast. Rémi, le guacamole. Les frères Gallois. Salope de vos gîtes. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de vos gîtes. On récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères Gallois. Ça claque sa mère. À bientôt. À bientôt.